En Côte d'Ivoire, la ville d'Abidjan a accueilli la 15e session de la conférence des parties COP15 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse du 9 au 20 mai 2022. Cette unique plateforme de discussion qui a réuni des dirigeants de haut niveau, des partenaires stratégiques et la société civile a eu pour thème Terre, vie, patrimoine, d'un monde précaire vers un avenir prospère. En marge de cette conférence, la Fondation Cœur Vert a animé le mardi 17 mai un panel sur la participation de la Fondation Cœur Vert au projet panafricain pour l'édification de la Grande Muraille Verte, bilan et perspectives. Ce panel qui s'est tenu au pavillon Afrique de la BAD, Banque africaine de développement, a permis à Audimac Duclos, vice-président de la dite fondation, de présenter le modèle transnational de mobilisation des jeunes pour la lutte contre la désertification en Afrique. La Grande Muraille Verte est une solution africaine pour faire face aux défis africains et mondiaux. C'est une initiative internationale et transnationale, une réponse à la désertification galopante, à la perte de la biodiversité et à la dégradation des terres. L'Afrique est le continent le plus jeune. Ne serait-ce que pour cette raison, les jeunes devraient être au cœur de la lutte du changement climatique et la destruction de la biodiversité, étant donné qu'ils représentent les décideurs de demain. À la crise environnementale, la participation et l'implication de la jeunesse est une nécessité incontournable pour édifier la Grande Muraille Verte et atteindre les objectifs de 2030. La Grande Muraille Verte représente avant tout un défi intergénérationnel qui ne pourra être atteint sans la mobilisation et l'implication particulière de la jeunesse. À ce jour, sur le tracé de la Grande Muraille Verte, seuls 4 millions d'hectares sur les 100 millions prévus ont été reboisés, 16 ans après le lancement de cette initiative. Le monde est de plus en plus sensible aux conséquences du réchauffement climatique. Cependant, exprimer sa sensibilité écologique est une chose. Avoir une conscience écologique en est une autre. À sa suite, le professeur Amon Ongora, chef de l'équipe de recherche climat tropicale et sciences de l'environnement de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, a exposé sur l'étude comparative du reboisement et de quelques paramètres climatiques de 2000 à 2020 au Sénégal. Il a démontré comment le reboisement contribue à la lutte contre la désertification, mais surtout à l'amélioration des conditions environnementales. On va s'intéresser au Sénégal parce que Sénégal, c'est là qu'on a eu à faire les reboisements les plus importants. Alors, pour étudier cela, on a fait appel à un certain nombre de données de végétation. On veut regarder comment la végétation se comporte avant le reboisement et après le reboisement. Il y a un changement de régime, alors qu'on était en période de déficit pluviométrique. On passe au-dessus de la moyenne pluviométrique. Donc, à partir de là, il y a eu un retour vers une période pluviométrique assez intéressante dans la région. Mais ça coïncide également avec la période de reboisement. On voit qu'il y a eu des modifications assez importantes. Vous regardez du côté vert, côté du Sénégal, il y a eu quelques excédents au niveau pluviométrique là. Donc il y a eu un changement véritable qui s'observe à partir des données satellites. Alors, sur cette figure que je vous présente actuellement, c'est la distribution spatiale de la végétation avant et après le reboisement, c'est-à-dire une première période allant de 2000 à 2008 et une seconde période allant de 2009 à 2020. Sur le tracé de la Grande Muraille Verte, dans cette table de couleurs, ce qui est en rouge, ça correspond à une zone végétalisée. Donc vous voyez très bien que sur le tracé de la Grande Muraille Verte, il y a eu un regain
au niveau du couvert végétal. Et ça se voit assez bien. Et aussi un peu au sud du Sénégal, en Casamance. Cet indice de végétation donc, présente une hausse de l'ordre de 2 à 8%. Avant le reboisement, il n'y a pas grand-chose parce que la végétation est sèche, il ne pleut pas. Par contre, on regarde la corrélation entre la pluviométrie et la végétation. Tout ce qui est en rouge, ça veut dire que la pluie est corrélée à la végétation. On fait aussi un lien entre l'indice de végétation et l'humidité du sol. Ce qu'on note, c'est que au cours de ces dernières périodes, il y a une corrélation très importante entre l'humidité du sol et puis l'indice de végétation. Alors, ces premiers résultats-là sont très encourageants. Donc, je dirais qu'il faut continuer et intensifier les reboisements et aussi, dans la mesure du possible, installer quelques stations d'observation qui vont permettre de justifier, de quantifier tout ce que nous observons. Le lieutenant-colonel Christiane Anzan, directrice des études, de la planification et de l'évaluation au ministère des Eaux et Forêts en Côte d'Ivoire, s'est exprimée sur le projet de reboisement de la Grande Muraille Verte qui est mis en œuvre en Côte d'Ivoire dans l'objectif de freiner l'avancée du désert dans la zone nord du pays suite au constat de désertification qu'elle présente. Selon elle, l'implication de la jeunesse dans ce type de projet apporterait de gros challenges dans sa réalisation, mais aussi que les populations gagneraient à s'engager dans le reboisement en accompagnant les efforts qui sont menés dans ce sens. A-t-elle souligné à cet effet qu'une sensibilisation accrue de la population pour le reboisement serait considérable? Le constat est que la partie nord de la Côte d'Ivoire, on commence à remarquer dans cette zone-là que les saisons sèches sont de plus en plus sévères, les sols sont fragiles, la végétation qui est dominée par une savane arborée commence à présenter des risques de désertification. Donc, face à ce constat, on s'est dit en Côte d'Ivoire, il ne faudrait pas qu'on attende d'arriver dans une situation critique avant de mener des actions. Et de fort de cela, en 2013, nous avons conçu un projet que nous avons appelé projet de reboisement de la muraille verte. Nous avons vraiment vu l'importance de l'action de l'ONG, Fondation Cœur Vert, en ce sens que les travaux de reboisement sont des activités qui sont très pénibles et qui nécessitent vraiment beaucoup de vigueur. Et nous voyons que l'implication de la jeunesse dans ce type d'activité peut nous emmener véritablement à pouvoir réussir le gros challenge de reforester la Côte d'Ivoire. La stratégie de mise en œuvre du projet, c'est essentiellement des sensibilisations parce que encore en Côte d'Ivoire, malheureusement, le planter des arbres, faire du reboisement, ce n'est pas encore une habitude pour les populations. Donc, il faut beaucoup de sensibilisation pour que les populations comprennent l'intérêt d'accepter de planter des arbres sur leur parcelle plutôt que de faire uniquement de l'agriculture, voir l'intérêt elle-même de planter ces arbres et de les entretenir. Mais si l'arbre doit rester là pendant une dizaine ou une vingtaine d'années, il faudrait que les populations puissent vraiment comprendre l'intérêt de pouvoir faire ce travail et ne pas couper les arbres par après. Donc, beaucoup de sensibilisation dans ce projet. Ensuite, un renforcement de capacité de ces acteurs, les appuyer et les encadrer. Bien évidemment, il y a un accompagnement quant à la disponibilité des plants de qualité, des semences de qualité pour pouvoir mettre en œuvre les reboisements. Le coût prévisionnel de ce projet est de 35 650 millions de francs CFA, soit 72 millions de dollars US. Planter un arbre, ça coûte cher. C'est pour cela qu'on ne cesse de sensibiliser les populations sur l'intérêt de préserver les forêts naturelles que nous avons. Ce panel a été suivi avec un grand intérêt par plusieurs participants, dont les étudiants de l'INPHP de Yamoussoukro et la presse. Après un échange avec M. Audimac Duclos, vice-président de la Fondation Cœur Vert, certains d'eux s'expriment sur ce qu'ils ont retenu de ce panel et les actions qu'ils comptent mener pour répondre au cri de cœur de celui-ci. On a compris qu'il était important pour nous jeunes de nous impliquer dans la restauration forestière, non pas à but d'obtenir un avantage pécuniaire à la fin, mais parce que nous aimons l'environnement, nous aimons la forêt et la protection de ce bien
qui est mondial là, est également pour les générations futures. Au niveau de l'INPHB, il faut dire que nous sommes déjà engagés dans cette politique et nous travaillons sur des thématiques qui vont permettre de rendre le travail de la régénération forestière, la restauration forestière moins harassante. Et nous avons échangé beaucoup dessus avec le vice-président de la Fondation, qui nous a assuré son plein soutien dans les initiatives que nous menons au niveau de l'Institut.